La majestueuse étendue du parc national de Yellowstone cache bien plus que des merveilles naturelles. Depuis des décennies, des disparitions s'y produisent sans explication logique. Des personnes en randonnée ou en excursion disparaissent sans laisser de traces, et les équipes de recherche sont confrontées à des défis imprévisibles. Certains pensent que ces disparitions sont le résultat de phénomènes naturels imprévisibles, d'autres qu'une force bien plus sinistre est à l'œuvre. Mais une chose est sûre, ces terres sauvages ne sont pas toujours sûres. Bruits étranges, empreintes inexpliquées, disparitions mystérieuses, tout cela se passe au cœur de la nature, là où la frontière entre réalité et mysticisme devient si mince qu'il est difficile de savoir où finit l'ordinaire et où commence quelque chose de beaucoup plus sombre. Aujourd'hui, nous allons vous parler des événements les plus mystiques et les plus effrayants qui se soient jamais produits au cœur de l'Amérique, dans le parc national de Yellowstone. Ce coin de nature unique, célèbre pour ses sources d'eau chaude et ses geysers bouillonnants, cache non seulement des merveilles naturelles, mais aussi une obscurité qui tient à distance même les explorateurs les plus expérimentés. Pourquoi certaines personnes disparaissent-elles ici, comme si elles s'évanouissaient dans l'air? Qu'est-ce qui les a amenées dans ces coins lugubres? Et comment ont-ils pu disparaître en ne laissant que des empreintes vides et des découvertes étranges? Les histoires de ces disparitions mystérieuses continuent d'occuper les habitants, les touristes et le personnel du parc. Par une chaude journée d'août 1997, la famille Carson, originaire de l'Iowa, composée des parents et de 2 enfants, s'est rendue dans le parc national de Yellowstone, un voyage qu'elle attendait depuis longtemps. Pour les Carson, c'était plus qu'un simple voyage. C'était l'occasion d'échapper à la vie quotidienne, de s'immerger dans la beauté immaculée de la nature et de profiter de la liberté qu'offre le plein air. Ils ont choisi l'un des endroits les plus pittoresques du parc, le Lamar Canyon Campground, où les paysages majestueux, les vastes étendues et la nature paisible promettaient une expérience inoubliable. La famille est arrivée au camping le matin, a installé ses tentes et a immédiatement commencé à profiter de la nature environnante. Les enfants étaient heureux d'avoir de nouvelles impressions, de courir sur le territoire bien rangé, d'explorer la nature et de jouer à se rattraper. Les parents, soucieux de ne pas perdre une minute, ont pique-niqué, fait un feu de camp le soir et planifié des journées bien remplies de randonnées, d'observation de la faune et, bien sûr, des fabuleux couchers de soleil qui font la renommée de Yellowstone. Le soir, alors que le soleil commence à se coucher et que le ciel vire au violet et à l'orange, la famille Carson rassemble tout ce dont elle a vomi les besoins pour la nuit. Les enfants, fatigués par une journée active, se précipitent déjà vers leur tente pour se reposer après une longue journée de jeu en plein air. Les parents vérifiaient que tous les éléments nécessaires au chauffage et à l'éclairage de la nuit étaient en place et s'assuraient que le camping était équipé pour garantir la sécurité de toute la famille. Ce soir-là, le camping était confortable et paisible. L'arôme du feu de camp flottait dans l'air et les sons silencieux de la nature, le bruissement des feuilles, le cri lointain d'une chouette, créaient de l'illusion de l'harmonie. Personne ne se doutait que cette nuit-là se produirait ce qui deviendrait plus tard l'une des histoires les plus mystérieuses de Yellowstone. Au milieu de la nuit, alors que tout le monde dormait profondément, un étrange incident se produisit. L'un des enfants, Eric, âgé de 6 ans, sortit discrètement de la tente. Les circonstances exactes de sa sortie restent inconnues. Peut-être a-t-il rêvé de quelque chose, ou a-t-il été réveillé inconsciemment par un appel. Ses parents n'ont rien remarqué
et ce n'est que le lendemain matin que l'on s'est rendu compte de la disparition d'Eric. Lorsque les parents ont découvert la disparition d'Eric, toute la famille s'est alarmée. Les recherches ont commencé immédiatement. Les parents ont fouillé la zone de camping, essayant de se rappeler où l'enfant aurait pu aller. Mais la nuit, alors que la plupart d'entre eux dormaient, Eric a disparu, comme s'il s'était évanoui dans l'obscurité. Le lendemain, les recherches se sont poursuivies. Les parents, les bénévoles et le personnel du parc ont parcouru tout le territoire du camping, ainsi que le quartier le plus proche. Un jour après sa disparition, Eric a été retrouvé dans un endroit inattendu, à une centaine de mètres du camping, dans une plaine ouverte. Mais l'endroit où il a été retrouvé est particulièrement étrange. Il n'y a presque pas de forêt dans cette zone, et le terrain est une clairière plate, presque déserte, où il n'y a pas la moindre trace expliquant comment l'enfant a pu arriver jusqu'ici. À première vue, il semble qu'Eric ait simplement quitté le campement et se soit égaré dans cette zone. Mais les circonstances de sa découverte soulèvent des questions. L'enfant semblait complètement indemne. Il n'y avait aucune trace de chute, ni d'égratignure ou d'échymose. Ses vêtements étaient propres et son visage était calme, comme s'il s'était promené paisiblement sous un ciel dégagé. Le plus surprenant, c'est que peu de temps après avoir été découvert, Eric a commencé à raconter une histoire étrange. Lors de conversations tranquilles avec ses parents, le garçon semblait un peu confus, puis il a commencé à leur dire que son grand-père l'avait appelé. Les parents sont stupéfaits, car pour cette fête, lui assure-t-il, son grand-père n'était pas avec eux. Eric affirma qu'il avait entendu une voix l'appeler par son nom, et que cette voix lui semblait familière et chaleureuse, comme si son grand-père bien-aimé voulait qu'il le suive. Le petit garçon, âgé de 6 ans seulement, parlait de rencontrer quelqu'un qui ressemblait à son grand-père, et cette voix était si convaincante que le garçon l'a suivi. Puis, une fois dans une clairière, il s'est soudain rendu compte qu'il n'y avait personne autour de lui. Pas de forêt, pas de gens, juste un espace vide et désertique. Ses faits récits dotaient nonito clair et détaillé. Il a décrit comment la voix lui a dit de partir, à quel point elle était affectueuse et rassurante, et comment Eric a senti qu'il pouvait faire confiance à l'appel. Pourtant, aucun signe sur son corps ou dans son comportement n'indiquait qu'il était en danger ou stressé. Il avait l'air calme, presque comme s'il avait survécu à une promenade normale. La nouvelle de la mystérieuse disparition et de la découverte d'Eric s'est rapidement répandue dans le camping. Les parents, alarmés et perplexes, ont immédiatement appelé les responsables du parc national pour qu'ils enquêtent et aident à comprendre ce qui s'était passé. Les responsables du parc ont examiné attentivement le site où le garçon avait été trouvé et ont interrogé les témoins qui se trouvaient dans le voisinage cette nuit-là. Les experts, appelés sur les lieux, ont commencé à chercher des explications. Certains ont émis l'hypothèse que l'enfant avait peut-être quitté la tente pour des raisons enfantines, par exemple pour jouer ou explorer le monde qui l'entoure. Cependant, la plupart des experts ont noté qu'un tel comportement calme et auto-organisé, ainsi que l'absence de signes physiques, de blessures ou de collisions, suggérait une sorte d'intervention surnaturelle ou paranormale. Les psychologues interrogés dans le cadre de l'enquête ont noté que les enfants ont parfois des fantasmes très vifs, en particulier lorsqu'ils sont fatigués ou après des rêves inhabituels. Mais le fait qu'Eric ait parlé d'une voix semblable à celle de son grand-père a soulevé d'autres questions. Ses parents ont rappelé que le grand-père qu'Eric aimait était décédé il y a plusieurs années et que personne parmi les personnes présentes n'avait d'informations sur son éventuel retour ou sur le fait que son esprit ait pu apparaître en ce lieu. L'un des points les plus controversés est qu'Eric a été retrouvé à un endroit où le plan de camping prévoyait la croissance d'une forêt dense et non d'une plaine ouverte. Selon le personnel du parc local, la zone
situé à une centaine de mètres du camping, ne comportait en réalité aucune forêt. Le sol était plat, presque dépourvu de végétation, et ne correspondait pas du tout à la nature de Yellowstone. Les experts, qui ont étudié la géographie de la région, ont émis l'hypothèse que la zone avait pu être affectée par un phénomène naturel récent. Un effondrement ou des vents violents qui auraient d'ossury débarrassé la zone de ses arbres et arbustes. Cependant, aucun changement de ce type n'a été signalé au cours des derniers mois. Le mystère restait donc entier. Pourquoi la forêt disparaissait-elle à cet endroit précis et quel pouvait être le rapport avec la disparition de l'enfant? Certains chercheurs ont émis l'hypothèse que cela pourrait être dû à l'impact des sources d'eau chaude situées à proximité. Les processus géothermiques particuliers qui se produisent dans la Hot Springs Valley auraient jamais pu altérer temporairement l'écosystème, créant des zones de vide où la végétation disparaîtrait et où la Terre prendrait un aspect différent. Mais même cette théorie ne peut expliquer pourquoi Eric a été retrouvé dans cette zone sans aucun signe de contusions ou d'égratignures. Quelques jours après la découverte d'Eric, le personnel du parc national, en collaboration avec des experts locaux, a mené une enquête approfondie. Toutes les vidéos de surveillance de l'aire de camping ont été examinées, tous les témoins ont été interrogés et des analyses chimiques et géologiques de la zone ont été effectuées. Une attention particulière a été accordée à la zone où l'enfant a été trouvé, ainsi qu'à l'endroit où se trouvait le vide étrange. Les géologues ont étudié la zone où il n'y avait pas de forêt et ont conclu que des changements dans le paysage pouvaient s'être produits naturellement, mais sans avertissement préalable. Cependant, l'absence de traces physiques, empreintes de pas, griffures, signes de lutte, donne l'impression que l'enfant a parcouru le chemin en toute sérénité, comme si une force invisible avait guidé ses pas. Des experts en parapsychologie ont également commenté ce qui s'est passé. Ils ont supposé que dans des conditions de stress élevées et de nouveauté de l'environnement, l'esprit d'un enfant peut percevoir le monde différemment de celui d'un adulte, et parfois même entendre des choses qui ne sont pas réellement audibles. La voix qu'Eric a prise pour son grand-père a peut-être été déclenchée par les champs d'énergie qui existent dans ce cadre naturel unique. Néanmoins, aucune des théories présentées n'a pu apporter de réponse définitive, et l'affaire est restée entourée de mystères. De nombreuses années après ce funeste mois d'août 277, l'histoire de la famille Carson et de la disparition d'Eric continue d'agiter les esprits et les cœurs de ceux qui ont entendu parler de l'affaire. Aucune preuve scientifique n'a été trouvée pour expliquer définitivement comment un garçon de 6 ans a pu disparaître d'un camping pour se retrouver le lendemain dans un endroit ouvert et vide, sans avoir subi la moindre blessure. En octobre 1999, Jonathan Miller, un ingénieur de 38 ans, séjournait dans un petit hôtel confortable de la région pittoresque de Northern Sky, où des montagnes majestueuses et de vastes étendues de nature attirent à mesure les voyageurs. Miller était un homme de jugement et de curiosité, toujours désireux d'apprendre de nouvelles choses sur le monde de la technologie et de la nature. Sa passion pour l'ingénierie ne l'empêchait pas d'apprécier la beauté de la nature sauvage. C'est pourquoi il a décidé de passer quelques jours dans la région pour s'éloigner de l'agitation de la ville et peut-être trouver l'inspiration pour ses projets. Avant de partir, Jonathan a soigneusement préparé son voyage. Il a étudié des cartes, lu des articles sur la région et établi un itinéraire détaillé pour son excursion à Yellowstone. Le parc national a toujours été pour lui un symbole de nature vierge, où l'on peut être témoin de la puissance des éléments, étudier les anomalies géologiques et constater à quel point l'homme est petit
face à la puissance de la nature. Il avait prévu de visiter les célèbres geysers, de parcourir les sentiers étroits et enfin d'explorer les recoins peu connus du parc où des phénomènes inexpliqués se produiraient, selon la rumeur. La matinée du 14 octobre 1989 est claire, mais fraîche. Jonathan quitta l'hôtel tôt dans la matinée, laissant un mot disant qu'il partait pour une visite autoguidée de Yellowstone. Son itinéraire prévoyait une promenade au pied de l'une des montagnes, où il disait pouvoir observer des formations géologiques inhabituelles et peut-être trouver l'inspiration pour de nouvelles idées d'ingénierie. Il a précisé qu'il voulait étudier la région de près et tout photographier, car la nature est une véritable source d'idées pour les personnes créatives. Pendant les premières heures du voyage, tout s'est déroulé comme prévu. Miller s'est promené tranquillement le long des sentiers, prenant des photos, notant ses observations dans son carnet et appréciant le bruissement tranquille des feuilles et le chant des oiseaux. Il a bavardé avec plusieurs randonneurs rencontrés par hasard sur le sentier, et beaucoup ont remarqué sa gentillesse et son attention. À la mi-journée, cependant, son chemin est devenu moins évident car il a quitté le sentier principal pour explorer une section moins connue, près d'une petite gorge qui, selon la rumeur, est un endroit où des choses inexplicables se produisent parfois. Selon des témoins oculaires qui ont ensuite fait des déclarations aux sauveteurs et aux responsables du parc, Miller a été vu pour la dernière fois près d'une gorge étroite située au pied de la montagne. L'un des randonneurs raconte « Je marchais sur le sentier quand j'ai remarqué une silhouette qui se déplaçait sur la rive d'un petit ruisseau. C'était un homme de grande taille, vêtu d'une veste claire, qui semblait s'enfoncer dans les bois. Je lui ai demandé s'il était perdu, mais il a simplement hoché la tête et a continué à marcher. J'ai appris plus tard qu'il s'appelait Jonathan. » Un autre témoin affirme qu'au coucher du soleil, elle a vu l'homme s'arrêter près d'une gorge étroite, comme s'il était en train de réfléchir, puis disparaître au coin du sentier. J'ai pensé qu'il s'était figé un instant, comme si quelque chose l'attirait au fond de la gorge, puis il a disparu de la vue, a-t-elle déclaré. Ces témoignages ont été le premier indice que quelque chose d'inexpliqué s'était produit. Ce jour-là, en fin d'après-midi, les responsables du parc national de Yellowstone ont été informés par un groupe de randonneurs qu'ils avaient jamais trouvé des empreintes de pas au pied de la montagne. Les experts se sont rendus sur place et ont découvert des empreintes laissées dans la terre meuble, là où Jonathan Miller avait apparemment fait les 100 pas. Les détraces les partent du sentier principal vers une zone rocheuse, puis s'interrompent brusquement comme si l'homme avait soudainement disparu, ne laissant derrière lui qu'une brève trace sur la pente. Le personnel du parc a relevé de nombreux détails sur les lieux, non seulement des empreintes de pas dans le sol, mais aussi des objets épars, certaines des photographies trouvées près des rochers, ainsi qu'un carnet personnel dans lequel des notes avaient été prises. Cependant, malgré un examen minutieux, il a été impossible d'établir une chaîne d'événements. Les traces semblent s'être dissoutes, ne laissant que des questions. Dès le soir du 14 octobre, et surtout dans les 24 heures qui ont suivi, les recherches ont impliqué de nombreuses équipes de secours, des employés du parc, des bénévoles et même des habitants de la région. Le personnel du parc a organisé une vaste opération de recherche. Les sauveteurs ont examiné tous les itinéraires possibles où les empreintes de Jonathan auraient pu être laissées, mais chaque nouvelle investigation n'a fait que confirmer l'étrangeté de l'incident. Malheureusement, aucune trace du touriste n'a été retrouvée. Dès le deuxième jour des recherches, l'opération s'est transformée en une reconnaissance désordonnée des zones inaccessibles du parc. Les événements liés à la disparition de Jonathan Miller ont donné lieu à de nombreuses théories et hypothèses, tant parmi le personnel du parc que parmi les résidents et les journalistes locaux. Certains ont affirmé que l'ingénieur s'était peut-être égaré sur le terrain difficile
et que ses empreintes avaient été simplement effacées par le temps et les conditions météorologiques. D'autres ont supposé qu'il avait été victime d'une catastrophe naturelle inattendue ou qu'il avait été tué et entraîné par un animal inconnu. Les psychologues qui ont étudié les cas de personnes disparues dans la nature ont noté que certaines personnes soumises à un stress extrême ou à une surcharge émotionnelle peuvent avoir un comportement inadapté qui les place hors du champ de la perception normale. Cependant, Jonathan Miller était connu pour être une personne rationnelle et posée, de sorte qu'une telle explication était considérée par beaucoup comme improbable. Certaines connaissances ont affirmé que Jonathan menait une vie privée et préférait garder ses soucis pour lui. C'est peut-être cette discrétion qui explique que personne n'ait remarqué sa détérioration émotionnelle dans les derniers jours précédant sa disparition. Mais si son état avait atteint un point critique, il aurait probablement cherché du soutien auprès de ses amis ou de sa famille. Dans ce contexte, sa disparition devient encore plus mystérieuse. Après tout, tout indique qu'il est reparti en excursion avec la ferme intention de profiter de la nature plutôt que de chercher un moyen d'échapper aux difficultés de la vie. Au début du printemps 1998, le père Martin, connu pour sa dévotion au chemin spirituel et à la recherche de la vérité, décide de partir en pèlerinage dans le parc national de Yellowstone. Le monastère St. John, où il résidait, était un lieu de réflexion et de prière profonde, mais un appel intérieur à faire l'expérience du monde au-delà des murs du monastère l'a poussé à faire le voyage. Il recherchait non seulement la beauté de la nature, mais aussi les réponses aux questions qui tourmentaient pour son âme. La fragilité de la vie, l'éternel, et la façon dont la nature peut être un conduit pour la lumière divine. Le père Martin a toujours été attiré par les lieux où les éléments de la nature manifestent leur puissance. Pour lui, Yellowstone était un lieu où les sources chaudes, les geysers bouillonnants et la puissance de l'intérieur de la terre lui rappelaient le cycle éternel de la création et de la destruction. Il a soigneusement préparé son voyage en étudiant des cartes, en faisant des recherches sur l'histoire de l'activité géothermique dans la région, en priant et en demandant à Dieu de lui donner des signes le long du chemin. Son sac à dos contenait non seulement le nécessaire pour la randonnée, mais aussi plusieurs reliques sacrées du monastère, ainsi que son carnet personnel dans lequel il notait ses pensées et ses méditations. Vers la mi-avril 1998, le père Martin arriva à Yellowstone. Le parc l'accueille avec des paysages majestueux, geysers fumants, eau bouillonnante de sources chaudes et piscines colorées formées par des dépôts minéraux. C'est dans la vallée des geysers, au cœur du parc, qu'il décide de passer quelques jours seul pour se plonger dans une profonde méditation et peut-être trouver la réponse à ses questions intérieures. Le dernier endroit où il s'est rendu est la zone des sources d'eau chaude. C'est là, au milieu des nuages de liquide et de vapeur bouillonnants, que le père Martin, selon ses propres notes, a senti que les frontières entre le monde physique et l'au-delà commençaient à s'estomper. Il a noté que l'énergie émanant de ces sources était presque tangible et semblait l'appeler à pénétrer plus avant dans les profondeurs de ce coin mystique de la nature. Le soir du même jour, après un temps de réflexion solitaire, le père Martin se mit en route pour retourner à l'endroit où il avait séjourné. La suite de son parcours reste cependant un mystère. Lorsque le monastère a été informé de sa disparition, une équipe de secours ainsi que des responsables du parc se sont immédiatement rendus sur place pour mener une opération de recherche. À l'endroit où le père Martin a été vu pour la dernière fois, les chercheurs ont découvert quelque chose d'inhabituel. Sur un rocher massif situé à proximité des sources d'eau chaude, une étrange indentation a été enregistrée,
qui ressemble à la marque de la chute d'un objet lourd. La taille et la forme de l'empreinte ont soulevé des questions. Quelqu'un avait-il laissé une trace à cet endroit après la chute d'un objet quelconque, ou peut-être les éléments eux-mêmes avaient-ils modifié d'une manière ou d'une autre la surface de la roche? Ce signe a immédiatement attiré l'attention des spécialistes et est devenu la première preuve mystérieuse que quelque chose d'inexplicable s'était produit à cet endroit. Une autre découverte étrange est celle d'un liquide bleu inhabituel découvert dans le sac à dos du père Martin, qui a été trouvé dans les eaux entourant les sources d'eau chaude. D'après les premières indications, le liquide ne ressemblait pas à de l'eau ordinaire. Sa couleur était différente et il avait un éclat mystérieux, comme s'il reflétait un autre spectre de lumière. Les experts ont immédiatement commencé à analyser les échantillons. Les chimistes travaillant dans le laboratoire du parc national ont effectué une série de tests pour déterminer la nature du liquide. Mais les résultats sont inattendus. L'analyse montre que le liquide n'est autre que de l'eau. Malgré son étrange coloration bleutée, tous les indicateurs indiquaient de l'absence d'impuretés ou de propriétés anormales. Ce fait n'a fait qu'ajouter au mystère. Pourquoi l'eau du sac à dos avait-elle une couleur aussi inhabituelle? Certains ont émis l'hypothèse que la couleur aurait pu changer dans des conditions spécifiques, peut-être en raison d'une interaction avec des dépôts minéraux dans les sources thermales, ou qu'il s'agissait peut-être d'une réflexion de la lumière sur les roches environnantes. La réponse à cette question n'a jamais été trouvée. Quelques heures après l'annonce de la disparition du père Martin, les équipes de recherche ont commencé à explorer systématiquement la zone. Les équipes de secours, accompagnées par le personnel du parc, ont examiné chaque chemin et chaque rocher de la région de Hot Springs Valley. Malgré l'utilisation d'hélicoptères et d'équipements spéciaux pour détecter les signaux de chaleur, aucune trace du corps du père Martin n'a été trouvée. Le terrain, regorgeant de sources chaudes et de nuages de vapeur, créait une atmosphère particulière dans laquelle il était facile de se perdre. Les équipes de recherche ont constaté que le sol de la zone était sujet à des changements rapides. L'eau chaude, les dépôts de minéraux, les roches glissantes, tout cela rendait difficile la recherche de traces claires. Chaque détail trouvé, qu'il s'agisse de bouts de vêtements ou d'empreintes de pas, semblait incomplet et vague, comme si la nature elle-même essayait de cacher la vérité sur ce qui s'était passé. Le débat sur le sort du père Martin s'est poursuivi sans relâche au cours du mois qui a suivi sa disparition. Certains enquêteurs ont insisté sur le fait que toutes les preuves pouvaient être expliquées par des processus naturels. Selon eux, l'étrange indentation de la roche pouvait être le résultat d'un effondrement naturel de fragments de roche, et le liquide bleu pouvait être le résultat de réactions chimiques entre les minéraux des sources chaudes et la lumière atmosphérique. Selon eux, le père Martin se serait simplement égaré et son corps aurait été emporté par l'eau chaude ou avalé par des cours d'eau souterrains. Cependant, d'autres experts, y compris des mystiques et des parapsychologues, ont insisté sur le fait que la disparition du père Martin avait un aspect non seulement naturel, mais aussi spirituel. Ils se sont référés à d'anciennes légendes selon lesquelles les saints hommes qui ont atteint un haut niveau d'illumination spirituelle quittent parfois ce monde pour passer à un autre état d'être. L'étrange empreinte sur la pierre pourrait, selon eux, être la trace d'une puissante décharge d'énergie, indiquant le passage de l'âme du moine dans un autre monde. Ils ont interprété le liquide bleu dans le sac à dos comme un symbole, un signe que même l'eau ordinaire peut porter la marque d'une intervention surnaturelle. Dans les débats publics et les publications dans les revues spécialisées, les deux points de vue ont trouvé leurs partisans. Les scientifiques ont plaidé en faveur d'explications naturelles, tandis que les mystiques et les chefs spirituels ont affirmé que la nature de Yellowstone
était depuis longtemps le théâtre de mystères qui défiait toute explication rationnelle. 1 mois après la disparition du père Martin, les recherches dans la vallée de Hot Springs ont été officiellement interrompues. Ni le corps du moine, ni aucune autre trace de sa présence n'ont jamais été retrouvées. L'endroit où il a disparu a conservé son atmosphère mystérieuse. L'étrange empreinte sur le rocher était restée inchangée, et le sac à dos contenant le liquide bleu est devenu un témoin silencieux des événements qui sont restés enveloppés de mystère. Yellowstone continue de garder ses secrets, et peut-être qu'un jour, nous apprendrons la vérité sur les disparitions mystérieuses et les phénomènes étranges qui se produisent dans cet endroit. Mais tant que les réponses restent cachées, nous ne pouvons que deviner et continuer à chercher des traces qui pourraient nous mener à un indice. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer de nouvelles histoires passionnantes et mystiques. Partagez cette vidéo avec vos amis, car qui sait, peut-être que certains d'entre eux rencontreront également quelque chose d'inexplicable au cours de leur voyage. Merci pour votre attention et à bientôt.